Dans l'actualité ce soir, la Birmanie en plein chaos. Le dernier bilan du cyclone s'élève à plus de 60 000 morts et disparus. L'aide humanitaire est acceptée, mais la junte au pouvoir veut la distribuer elle-même. En France, les larmes de Michel Fourniret qui a craqué pour la première fois depuis le début de son procès. Le tueur en série présumé était confronté au témoignage de ses proches. Son frère évoque une double personnalité. Une visite dans le Gard sur le thème de l'emploi et des retraites. Nicolas Sarkozy a passé une journée anniversaire plutôt discrète un an après son élection. Il reçoit en ce moment les ministres et leurs conjoints à l'Elysée. Le coup d'envoi des négociations sur l'assurance chômage. Les syndicats rejettent l'idée de conditionner davantage les allocations. Le gouvernement, lui, parle d'échanges fructueux. Enfin, la face cachée des jeux d'argent. L'addiction est reconnue désormais comme un problème de santé publique. Les casinos s'adaptent, on verra que les hôpitaux aussi. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Les ravages engendrés par le cyclone en Birmanie sont comparables à ceux du tsunami il y a 3 ans et demi. C'est ce qu'affirme une organisation humanitaire qui a survolé le pays. C'est bien une vague géante qui est à l'origine de la plupart des victimes. De nouvelles images tournées au moment de la tempête nous sont parvenues aujourd'hui. Claude Sampère. Voici les premières images amateurs tournées samedi dernier lors du passage du cyclone. Nous sommes à Rangoon, l'ancienne capitale. La personne qui filme se trouve en haut d'un immeuble. Quelques instants plus tard, l'homme descend au niveau de la rue et filme depuis un parking. Impossible d'aller plus loin, les vents soufflent à plus de 200 km/h. Ce week-end, les autorités parlaient de 300 morts. Aujourd'hui, officiellement, on évoque le chiffre de 22 500 victimes et d'environ 41 000 disparus. Quelques images aériennes montrent l'ampleur des destructions, mais très peu de témoignages nous parviennent. La ville de Bogalai aurait été détruite à 95%. Le seul journaliste occidental présent en Birmanie a réussi à se rendre à Bogalai. Dans son récit, il montre les biens et les quelques aliments qu'une famille a su préserver. Autour de lui, tout est détruit. Dans les reportages de la télévision d'État, on montre l'armée au secours des populations. Distribution de vivres, d'eau et de couverture. Dans ce régime, tenu par une junte militaire depuis plus de 40 ans, ces images de propagande cachent apparemment une situation très difficile. À Rangoon, les activités reprennent peu à peu, mais la vie quotidienne est très dure, il n'y a quasiment pas d'eau et d'électricité. Les gens prennent de l'eau dans les lacs qui parsèment Rangoon. Et on a un petit peu peur, avec l'arrivée de la mousson en plus dans les prochaines semaines, on a un petit peu peur des victimes. Cet après-midi, le premier avion d'aide est arrivé à Rangoon en provenance de Thaïlande. Pour le moment, c'est le seul. La Birmanie a officiellement accepté l'aide internationale. Mais en fait, elle accepte les colis et elle ne donne pas de visa aux équipes humanitaires. En ville, les prix se sont envolés. L'eau, l'essence, le riz deviennent des produits inaccessibles. Alors chacun se débrouille comme il peut. Mais dans certaines régions, on n'a toujours pas vu un secouriste depuis 4 jours. Et aux États-Unis, George Bush a mis en garde les militaires. Laissez-nous venir vous aider, dit-il. Nous pouvons faire beaucoup plus. En France, Bernard Kouchner a indiqué qu'il souhaitait se rendre sur place, mais qu'il avait peu de chances d'obtenir un visa, pas plus lui que les autres. Alors il s'agit du cyclone le plus meurtrier en Asie depuis 17 ans. Que s'est-il passé exactement? Explication Nicolas Châteauneuf, Christophe Kenck. Voici une image satellite des côtes birmanes prise il y a 3 semaines. Voici une autre image prise hier. Entre les deux, des régions entières riches en rizières sont passées sous les eaux. Avec des vents dépassant 200 km/h et des pluies torrentielles, le cyclone Nargis a libéré une énergie dévastatrice, puisée dans les eaux chaudes du golfe de Bengale. Et comme tous les cyclones, il est né en mer. Les conditions, une eau à plus de 26 degrés sur au moins 64 mètres de profondeur. L'air se réchauffe à son tour et crée une dépression qui tourbillonne. L'ouragan se forme, il peut parfois dépasser 1000 km de diamètre. Mais en Birmanie, un autre phénomène a joué. Sous le cyclone, l'eau a été aspirée par la dépression, créant une sorte de dôme. Ce dôme d'eau se déplace, il fait à peu près de l'ordre de 4 mètres à 3,50 m de haut. Et quand il arrive sur les terres, il va inonder les terres. Inondation plus forte précipitation, ça fait des dégâts énormes. Et au même moment, vous avez des vents très violents. Donc beaucoup de dégâts et malheureusement beaucoup de morts. Depuis longtemps, les chercheurs tentent d'améliorer leur connaissance des cyclones, allant même jusqu'à plonger des avions bourrés de capteurs dans l'œil, cette zone centrale où c'est le calme plat.
Résultat, depuis une trentaine d'années, il recense une légère augmentation du nombre de cyclones extrêmement puissants, ceux qui dégagent une énergie équivalente à 10 fois l'explosion d'Hiroshima. Quant au futur, les modèles climatiques sont prudents. Avec le dérèglement climatique, ils prévoient tout de même des ouragans, pas forcément plus nombreux, mais aux pluies plus intenses. Et à noter que l'Inde affirme avoir averti la Birmanie 48 heures à l'avance en donnant précisément le point d'impact du cyclone. L'ONU déplore l'absence d'alerte précoce. À l'autre bout du monde, au Chili, c'est le volcan Chaiten qui menace. Une puissante éruption de cendres et de lave a amené tout à l'heure les autorités à décréter l'alerte maximum. Une évacuation totale de la région est en cours par voie maritime. Un journaliste de la chaîne publique qui intervenait en direct a dû interrompre brutalement son reportage. La couche de cendres, vous le voyez, est toujours aussi impressionnante. Elle ressemble à de la neige. En France, actualité judiciaire d'abord avec le procès de Michel Fourniret. Après 21 jours d'impassibilité, le tueur en série présumé confronté à ses proches a fondu en larmes aujourd'hui. Un peu plus tôt, son propre frère l'avait comparé à un loup-garou évoquant sa double personnalité. Dominique Verdaillan, Mathias Second. L'air de famille est évident. Pourtant, le frère de Michel Fourniret a changé de nom pour sa propre réputation. Je suis écartelé, dit-il. Je n'ai pas envie de défendre un assassin d'enfants, mais je n'ai pas le droit d'attaquer mon frère. C'est un mégalomane. Tout son succès est basé sur le bluff. Il agit par domination. Et puis soudain, le vieil homme se tourne vers les victimes. Je compatis à votre douleur. Je pense à vous. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai toujours là. L'instant est inattendu, presque magique. On s'aperçoit qu'il y a quand même un peu d'humanité dans la famille. C'est le premier témoin qui se tourne vers nous pour un peu nous exprimer un peu eh bien, sa compassion, quoi. Et certains d'entre vous lui ont même dit merci. Oui, effectivement, j'ai entendu ça. Et il y a même une dame qui pleurait. Depuis un mois, magistrats et avocats tentent de faire craquer Fourniret, en vain. Et c'est la fille d'un de ses employeurs qui y parvient. Tu me fais honte pour papa. Dis ce que tu as sur le cœur, fais-le pour moi. Michel Fourniret, secoué, troublé, fond en larmes. L'orgueilleux que je suis ne te répondra pas. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable, consent à dire Fourniret. Il aurait été extrêmement surprenant que Michel Fourniret s'écroule en pleurant et en demandant pardon. C'est pas sur ça qu'il pleure, il pleure sur lui. Michel Fourniret qui refuse toujours de se livrer en public. Monique Olivier qui hier évoque du bout des lèvres une vie monotone, sans amour, une vie de soumission. Face à eux, sur le banc des parties civiles, les familles des 10 victimes, elles écoutent courageusement. Il y a des souffrances qui ne se comparent pas. La justice encore, pour la deuxième fois en 7 mois, Interpol lance un avis de recherche international sur Internet contre un pédophile. L'homme s'était mis en scène avec des photos floutées, mais cette fois encore, l'organisation a réussi à les décrypter. Benoît Gadret, Thierry Monnier. C'est l'une des 6 photos diffusées sur le site Internet d'Interpol. On y voit un homme âgé d'une 50aine d'années. Un homme soupçonné d'avoir abusé sexuellement de 3 enfants de type asiatique, âgés de 6 à 10 ans. Nous avons des images avec cette monsieur en train d'abuser sexuellement des enfants. On a une centaine de photos avec ce monsieur dedans et dans quelques photos il est masqué, mais dans les autres c'est très clair. Ces photos ont été saisies il y a 2 ans en Norvège chez un particulier qui stockait dans son ordinateur plusieurs centaines de clichés. Mais l'enquête n'a pas permis d'identifier le pédophile, d'où le recours à Internet. C'est la 2e fois qu'Interpol fait ainsi appel au public. En octobre 2007, il y avait eu l'opération Vico. Au départ, un cliché truqué que la police avait réussi à reconstituer. Après diffusion sur Internet, Christopher Nell, un Canadien de 32 ans, avait été interpellé par la police thaïlandaise. Plus de 350 personnes s'étaient manifestées auprès d'Interpol. Cette méthode exceptionnelle est pour l'heure seulement utilisée pour les délinquants sexuels, mais elle pourrait l'être à terme dans la lutte contre le terrorisme. En bref, on évoquait hier les filatures et l'espionnage dont Olivier Besancenot a fait l'objet pendant plusieurs mois. La société Taser France, qui commercialise le pistolet électrique et qui est en conflit judiciaire avec le porte-parole de la LCR, dément toute responsabilité dans cette surveillance. L'entreprise indique qu'elle porte plainte contre l'Express.fr qui avait évoqué cette hypothèse.
Politique, ni faste, ni bougie pour Nicolas Sarkozy. Contexte morose oblige, le président de la République a voulu banaliser cette journée anniversaire, un an après son élection. En visite dans le département du Gard, sur le thème des retraites et de l'emploi, il n'a pas voulu évoquer son bilan. Alexandre Carra, Stéphane Guimont. Comme un président en campagne, un an après son élection face aux ouvriers de cette entreprise du Gard, Nicolas Sarkozy retrouve l'accent qui a fait son succès le 6 mai 2007. Ok, regarde. Il y a une différence sur la feuille de paye. Hein? Je parle sous votre contrôle. Dites-moi, c'est pas vrai. Sur la feuille de paye sur les heures supplémentaires, il n'y a pas de soustraction, hein? Non. Oui ou non? Tutoiement, pédagogie, poignée de main virile, c'est la recette Sarkozy. Aujourd'hui, il est venu ici plaider pour l'emploi des seniors. Ceux d'entre vous qui auront cotisé pour avoir une retraite pleine pourront avoir leur retraite et prendre un emploi en plus. Et cumuler sans limite retraite et salaire. L'image que le président veut envoyer aux Français est claire. Pas de commémoration, de l'action. Mais c'est pas moi de faire un bilan, il y en a suffisamment, des commentaires, des commentateurs. Moi, mon travail, c'est d'agir. Pas de bilan donc, mais un cadeau pour les retraités. Toutes les pensions seront revalorisées de 0,8% le 1er septembre prochain. Autre signe de sobriété, l'UMP a réuni à l'occasion de cet anniversaire ses nouveaux adhérents ce soir dans un lieu symbolique, la salle Gaveau où la victoire de Nicolas Sarkozy avait été fêtée il y a un an. Mais le président de la République a finalement décidé de ne pas s'y rendre. Sur place, Hélène Hugues, Virginie Travers. Retour salle Gaveau un an après. Dispositif de sécurité intact. Les nouveaux adhérents de l'UMP toujours au rendez-vous. Il y a un an tout juste, Nicolas Sarkozy venait faire ici son premier discours de président élu. Aujourd'hui, les militants l'espèrent, sans trop y croire. Je ne suis pas déçue, il a beaucoup de travail, mais il est dans notre cœur. Il ne pouvait pas le dire parce que ça amènerait la pagaille. Il viendra en douce. Un président ne dit jamais. Faute de président, pour commémorer l'événement, défendre le bilan, attaquer l'opposition, ce sont les ministres qui montent au créneau. Il y a un an, on savait qu'il était élu. Si on devait faire le bilan, eh bien, ça a été beaucoup de fonds. Par contre, au Parti Socialiste, ça a été beaucoup de sons. Vous avez remarqué, nous avons inventé des nouveaux mots. Entre bling bling et quack quack, voilà, c'est la seule chose, des paquets fiscaux, c'est la seule extraction qu'ils ont. Pour souffler cette première bougie, François Fillon n'a qu'un mot à l'adresse du chef de l'État. Bon anniversaire, Nicolas. Bon anniversaire. Je suis fier de ne pas être là pour gérer le déclin tranquille de notre pays, mais d'être là pour redresser la France. Et qu'importe l'impopularité actuelle du couple exécutif, le Premier ministre s'engage, le président ne changera pas de politique. Nicolas Sarkozy qui va tout de même marquer le coup ce soir. Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes en direct de l'Elysée où les ministres et leurs conjoints sont invités pour un dîner en famille, donc mais sans caméra. Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy qui a décidé très tard dans l'après-midi, il faut le savoir, de ne pas se rendre finalement au salle Gaveau après avoir beaucoup hésité, eh bien reçoit en ce moment donc les membres du gouvernement avec leurs conjoints, ce qui n'est pas un détail anodin pour marquer effectivement l'ambiance décontractée, conviviale que l'on veut donner ici à cette soirée d'anniversaire. Toutefois, c'est également le sentiment d'avoir maintenant une équipe gouvernementale réunie autour de lui pour continuer les réformes difficiles qui s'annoncent, que veut donner ce soir également Nicolas Sarkozy avec cette soirée, car l'an 2 du quinquennat Sarkozy commence alors que les mots ont changé. On ne parle plus de rupture, on parle de réforme et finalement ce retour à ce réalisme plus classique signifie peut-être la fin de cette hyper-présidence qui a marqué la première année de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Merci Mickaël. Le Parti Socialiste a voulu lui aussi se faire entendre à l'Assemblée nationale. La plupart des questions portaient sur le bilan de cette première année. Par ailleurs, un an tout juste après la défaite, Jeff Wittenberg et Delphine Parek-Miller ont rencontré Ségolène Royal. Voici le reportage. Pas de bougie dans le bureau de Ségolène Royal. On ne célèbre pas l'anniversaire d'une défaite, même avec 17 millions de voix. Petite réunion de fidèles, comme un jour ordinaire, avec une hypothèse. Et si c'est elle qui avait gagné il y a un an? Je crois que la France aurait été sans doute gouvernée avec beaucoup plus de sérieux, d'efficacité. Je me serais occupée des Français avant de m'occuper de moi-même. Ce 6 mai, il faut montrer ses forces. Ce matin à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, leur patron, donne la ligne aux députés socialistes. Ce que je vous propose à tous, c'est qu'il y ait un fil rouge sur le bilan un an après.
c'est l'anniversaire, on doit cogner fort et centrer sur l'économique, le social, le pouvoir d'achat. Au moment même où Et cet après-midi, dans l'hémicycle, le PS n'en a que pour le chef de l'État. Y a-t-il eu arnaque? Y a-t-il eu fiasco? Y a-t-il eu tromperie? L'histoire tranchera. Décidément un jour pour faire parler de soi, Bertrand Delanoë, jusque-là mystérieux, dévoile ses ambitions pour la tête du parti en lançant aujourd'hui même son site internet. Il se trouve que c'est le 6 mai, c'est pas si mal, je vais vous dire, parce que ça prouve que nous devons critiquer, nous opposer, défendre les Français, mais aussi que nous avons un devoir de leur proposer une alternative. Front commun contre le président, cela évite aux socialistes de parler des choses qui fâchent, comme la guerre de succession. En bref, les premières sanctions après l'affaire des surirradiations à l'hôpital d'Épinal. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a révoqué le chef du service de radiothérapie. Un autre médecin a reçu un blâme. Rappelons que 5500 personnes ont reçu des doses de rayons trop fortes. La santé encore avec la face cachée des jeux d'argent. Le sujet a longtemps été tabou. On estime que 600 000 joueurs sont aujourd'hui en état d'addiction, comme peuvent la provoquer l'alcool ou la drogue. Un premier service spécialisé a ouvert ses portes dans un hôpital à Nantes. Et la France pourrait décider de suivre l'exemple de la Suisse, où les personnels des casinos sont formés par des psychologues. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurence Beauvillard et Francis Forget. Faites vos jeux, rien ne va plus. Dans ce casino suisse, les joueurs sont tout particulièrement surveillés et c'est pour la bonne cause. La dépendance au jeu est un vrai problème de santé publique. Pour la prévenir, en Suisse, on va jusqu'à former les croupiers. Le style de jeu machine à sous correspond assez bien au profil du joueur dépressif. Vous n'aurez pas ce profil de joueur aux tables. Aux tables, vous aurez des gens plutôt actifs, dynamiques et qui pensent maîtriser le jeu et qui sait gagner contre le casino. Au casino, le but, repérer les signes de dépendance. Aux machines à sous, et c'est souvent la tendance, se retrouvent les joueurs de table qui ont trop perdu. Frédéric Soum est psychothérapeute. Il travaille pour plusieurs casinos car cette formation du personnel est obligatoire. Sinon, le casino peut fermer. Cet employé du casino enregistre les comportements suspects. Tout est examiné, noté, le temps passé, la fréquence des visites, les sommes jouées. Ensuite, convocation ou exclusion peuvent être envisagées. On m'informe que ce monsieur s'est mis en colère. C'est la 3e note d'observation que je reçois à ce sujet. Donc nous allons avoir avec lui un entretien. En Suisse, comme en France, le rêve c'est toujours le jackpot. La machine à sous, c'est le jeu qui provoque le plus d'addiction. Une fascination qui a coûté 50 000 € en 3 ans à cette femme. Le temps ne compte plus, l'argent ne compte plus, rien ne compte. On ne pense plus à rien. À rien, sur un petit nuage, dans un état second, carrément. Je me suis vue affaler sur la machine, à plus pouvoir mettre les pièces en pleine nuit et continuer à jouer. Pire, le jeu peut devenir une véritable drogue et détruire une vie. Avant, je jouais beaucoup, j'ai perdu beaucoup et j'avais même une petite entreprise laquelle j'ai mis en faillite. Dans la famille, quand on joue, c'est malheureux. On vous laisse tomber la famille. On n'aime pas les joueurs. On ne joue pas l'argent de la famille. En France, 600 000 personnes souffrent d'addiction au jeu. Dans cet hôpital de Nantes vient d'ouvrir le premier centre d'études du jeu excessif. Ici, on connaît bien le profil des joueurs pathologiques. Ce qu'on voit plutôt, ce sont effectivement des gens très modestes, qui ont souvent des difficultés multiples, des problèmes d'insertion, une certaine précarité. Pas besoin de courir au casino, le jeu est partout. Il se nomme PMU ou Française des Jeux, et là, il est tout près de chez nous. Et à votre avis, est-ce que c'est un hasard qu'on installe des PMU dans un bar? Pourquoi pas chez le boulanger, les PMU? Pour une bonne raison, c'est que dans un bar tabac, il y a de l'alcool. Et l'alcool est un facteur qui favorise la désinhibition, qui réduit encore la capacité de maîtrise de l'inhibition. Et donc il va favoriser la consommation du jeu. La recette de l'addiction, les concepteurs de jeux la connaissent. Une mise de 1 ou 2 €, un résultat en quelques minutes et le rêve de pouvoir gagner des millions d'euros, le ticket d'entrée pour l'enfer du jeu.
L'actualité sociale avec une relance mitigée pour la mobilisation lycéenne. À Paris, ils étaient entre 1900 et 6000 à défiler selon les sources. Manifestation également dans une quarantaine de villes de France, notamment ici à Poitiers où ils étaient entre 800 et 1000, nous disent nos correspondants, François Privat et Alain Darigrand. Image enfin de Grenoble où quelques incidents ont été observés en fin de cortège. 8 personnes ont été interpellées. Par ailleurs, cette semaine est un peu particulière pour les parents d'élèves en raison du pont du 8 mai. Lundi prochain sera férié également, c'est la Pentecôte. Les écoles vont-elles faire le pont? Réponse, ça dépend. Explication Julien Dupéret et Diane Richard. La journée vient de se terminer, mais pour parents et élèves de cette école parisienne, l'heure est encore au calcul. 2, 3. Et dans la tienne 1. Sur les doigts, c'est le nombre d'absents qu'on compte. Je sais que dans la classe de ma fille, il y en a au moins 5 ou 6 qui ne sont pas là. Il y en a qui ne sont pas venus à l'école parce qu'ils sont restés en vacances. Rester en vacances, à chaque mois de mai, c'est pareil. Les ponts se multiplient et l'absentéisme aussi. De plus, en la matière, il n'existe pas de règle nationale. Chaque académie s'organise comme elle le veut. Illustration à Paris. Après 15 jours de vacances de printemps, maternelles et primaires travailleront ce mercredi au lieu de vendredi, histoire de profiter du long week-end jusqu'au lundi de Pentecôte. Mais voilà, pour les parents qui travaillent, il faut s'organiser. Je vais improviser soit avec des copines ou bien moi je vais essayer de voir si je ne peux pas échanger pour rester avec elles. J'ai pris une journée pour garder les enfants. Du côté du rectorat, on le reconnaît volontiers, la solution qui fait l'unanimité n'existe pas. Alors, on tente juste d'éviter le pire. Je suis absolument sûr que si nous avions laissé un vendredi travailler après le jeudi 8 mai férié et avant le week-end, je pense que l'absentéisme aurait été très fort. Nous avons pu le constater à d'autres époques. 30% d'absence, c'est le record enregistré ces jours-ci par certaines écoles à Paris. Seule certitude, à la fin de l'année, les élèves auront eu 36 semaines de cours, et ça, dans toute la France. Et puis autre information à retenir en vue de la rentrée des grandes vacances. Suite à la fin de l'école du samedi, il n'y aura plus de rentrée anticipée. Tout le monde regagnera la classe le 2 septembre. Le coup d'envoi des négociations sur l'assurance chômage. Les syndicats étaient reçus pour la première fois sur le sujet au ministère des Finances. Eh bien, ils rejettent l'idée de conditionner davantage les allocations après 3 mois, 6 mois ou 1 an. On en parlait hier. Nous avons voulu savoir ce qu'on en pensait dans les entreprises et du côté des chômeurs eux-mêmes. Reportage Séverine Lebrun, Daniel Lévy. Ce chef d'entreprise gère des sites de presse automobile en pleine expansion. Il doit recruter 10 personnes, un casse-tête selon lui. Il y a des pénuries dans certains métiers, les commerciaux c'est très dur à trouver et puis les téléopératrices également. Il multiplie pourtant les entretiens d'embauche, près de 5 par semaine. Mais il arrive parfois que certains candidats ne semblent pas très motivés. J'ai trois exemples sous les yeux de personnes ayant refusé un emploi. Une personne habitait d'ailleurs à moins de 500 mètres d'ici et elle a refusé le poste en fait parce que c'était un peu loin. Ce sont ces comportements minoritaires que le gouvernement voudrait sanctionner. Un comble pour les principaux concernés, les chômeurs, car des offres d'emploi acceptables, selon eux, il y en a très rarement. Et là, on propose des postes avec des CDD d'1 an à 1 800 € net. Voilà, je suis cadre, j'ai 38 ans, j'ai fait 7 ans d'études et voilà, c'est tout. Vous envoyez peut-être 40 CV par mail, par courrier et vous avez droit peut-être à 3 ou 4 réponses. Donc les employeurs aussi devraient être sanctionnés. Pour ce spécialiste des ressources humaines, avant de sanctionner, il faudrait surtout améliorer le service rendu aux chômeurs. Ce n'est que si on est capable de fournir un accompagnement de bonne qualité, individualisé, qui permet de prendre en compte chaque situation, que l'on peut, en contrepartie de ces efforts, exiger une implication du demandeur d'emploi et éventuellement mettre des sanctions. Il existe déjà des sanctions pour refus d'emploi. L'année dernière, 1500 chômeurs sur près de 2 millions ont été concernés. Économie encore avec le casse-tête des finances publiques. Le gouvernement l'a souvent évoqué, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour faire face au déficit. En revanche, il veut s'attaquer aux niches fiscales. Alors c'est un serpent de mer, il s'agit de ces centaines d'avantages accordés à des secteurs ou à des catégories de contribuables. Un rapport sera rendu demain. Valérie Lerouge, Alain Dubas, Bernie Mériot. Un hôtel en Martinique, un 3 pièces à Mayotte ou des parts d'une PME à La Réunion, il y a l'embarras du choix pour acheter dans les dom-toms et au passage payer moins d'impôts.
L'achat d'un logement pour la location, par exemple, est déductible à hauteur de 40 à 50% de son montant. Encore mieux, investir dans une entreprise d'outre-mer, 70% peuvent être défalqués de la feuille d'impôt. Deux niches fiscales aujourd'hui sur la sellette. Elle coûte relativement cher à l'État et elle ne concerne que très peu de contribuables, puisque les opérations sont des montants nominaux élevés et un contribuable qui a des revenus très importants peut arriver à effacer la totalité de son ardoise fiscale par ce biais-là. Mais il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour bénéficier de niches fiscales et réduire son impôt. Exemple avec ce couple, 2 enfants et un revenu de 100 000 € par an, montant de l'impôt 12 000 € ou bien zéro avec le sens des affaires. Il suffit que le couple salarie une femme de ménage ou une nounou à plein temps et c'est 7 500 € qui sont déduits. S'il achète un petit appartement, d'Euro bien ou Borloo, il peut encore enlever 2 000 € de ses impôts chaque année. Pour peu qu'il place le reste de ses économies dans une entreprise innovante de sa région, il pourra défalquer 2 500 €. Résultat, plus rien à verser au fisc. Plus de 300 autres niches, parfois très ciblées, existent. Les journalistes profitent d'un abattement. Coup de pouce aussi pour les producteurs de truffes ou les éleveurs de chevaux. Résultat des courses, un manque à gagner pour l'État de près de 60 milliards d'euros. Deux informations encore. Le prix du gaz devrait encore augmenter pour les particuliers de 1,5 au 1er juillet. Ce sera la 3e hausse en quelques mois. Et puis de nouveaux retards en perspective pour le géant des airs, l'Airbus A380. Le groupe a envoyé un courrier, notamment à son premier client, la compagnie Emirates, qui a commandé 58 gros porteurs pour l'informer de ce risque. La sécurité routière, pour la première fois, une grande étude médicale est publiée sur les blessés graves. Elle montre que leur nombre est presque systématiquement sous-estimé. Les accidents de la route font en fait autant de handicapés lourds que de morts, des vies brisées dont on ne parle pas souvent. Patrice Pelé, Sylvain Daubat. Hôpital, Raymond Poincaré de Garches. Dans la chambre 145, Michael Kader témoigne. Il est ici depuis le 12 décembre. Ce jour-là, à 6h30, alors qu'il se rend à son travail à moto, une voiture le percute par l'arrière. On m'a retrouvé 50 mètres à 50 mètres de mon véhicule, 1 heure après l'accident, parce que donc il a pris la fuite. Le chauffard n'a jamais été retrouvé. Michael est en rééducation. Alors c'est une tétraplégie qu'on dit incomplète, puisque je peux bouger mes bras, donc mes bras bougent, mais je ne peux pas bouger mes doigts. On parle des morts sur la route, 7400 en moyenne par an, mais moins des blessés graves. Ils sont pourtant plus nombreux, 7500. Pour eux, rien ne sera plus comme avant. Ce sont des vies brisées, ce sont souvent des jeunes en plus, donc nous ça ne nous surprend pas du tout, c'est des choses qu'on connaît bien et quelque part je suis content de voir qu'on s'intéresse enfin à cette partie-là des victimes de la route. L'étude de l'Institut de veille sanitaire affirme qu'aujourd'hui sur la route, le risque d'être lourdement handicapé est égal à celui d'être tué. Ceux qui en réchappent doivent faire face. Faut se battre, c'est une question, c'est un combat quoi. Et si on lâche l'affaire, c'est fini pour vous. Demain, la sécurité routière présentera un nouveau dispositif de sensibilisation sur la réalité des drames de la route. À l'étranger, nouvelle primaire démocrate aux États-Unis, dans l'Indiana et la Caroline du Nord. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a quelques heures. La nouveauté, c'est que la pression a changé de camp. Barack Obama est toujours en tête au nombre de délégués, mais il est désormais devancé dans les sondages par Hillary Clinton. Sur place, à Indianapolis, siège du fameux circuit, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Dans le monde entier, Indianapolis est connu pour ça, son circuit automobile et ses grands prix d'IndyCar. Mais la course d'aujourd'hui, la politique, est dans tous les esprits, même chez les républicains. Je parie qu'Obama va gagner, et s'il est nominé, eh bien il est possible que je vote démocrate pour la première fois de ma vie. Obama continue à être le champion pour les foules qui l'attirent. Hier soir, à Indianapolis, ils étaient des milliers, sur des kilomètres, à se presser pour le voir. J'ai eu Obama comme professeur de droit, j'ai beaucoup appris de lui. Je lui ai parlé personnellement, je suis une de ses grandes fans. Cela n'empêche que le sénateur connaît un sérieux trou d'air. En grande partie à cause de son pasteur, Jeremiah Wright, qui s'est multiplié dans les médias pour dire pourquoi il fallait maudire l'Amérique.
du pain béni pour les partisans d'Hillary Clinton. Le vent a tourné en sa faveur, elle a la dynamique pour elle. C'est sûr que l'histoire du pasteur d'Obama, ça l'a bien aidé. Et puis elle provoque une grande émotion dans notre communauté ouvrière. Il y a 15 jours, Barack Obama était donné favori ici dans l'Indiana, c'est maintenant Hillary Clinton. En Caroline du Nord, il a perdu beaucoup de terrain. S'il devait perdre ces deux États, alors sa campagne serait en grande difficulté. Toujours à l'étranger, l'Espagne continue d'explorer son passé avec des révélations qui, vous allez le voir, mêlent parfois la grande et la toute petite histoire. Un documentaire vient de révéler que Franco était intervenu personnellement en 1968, finances à l'appui, dessous de table pourrait-on dire, pour assurer la victoire de son pays à l'Eurovision. Explication Daniel Wolfrom, Marie Cros. The winner of the Eurovision Song Contest 1968 is Spain. Oui, mais voilà, tout était truqué. Et voici Maciel. Une partie des voix portées sur Maciel, la représentante de l'Espagne franquiste, avait été achetée. Résultat, La, tout un programme, fut déclaré vainqueur de l'Eurovision, mais le tube espagnol ne perça pas au-delà des frontières de la dictature. Plus surprenant, le vieux dictateur avait lui-même tout manigancé pour redorer le blason de son régime, Franco dépêchant en Europe les représentants des télévisions et maisons de disques espagnoles. Ils achetèrent des programmes contre des votes à l'Eurovision. Voici donc la vaincue, notre Isabelle nationale. En troisième position avec une bonne chanson, 40 ans après, elle n'en revient toujours pas. À 20 ans, on ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire qu'on peut tricher et payer des gens qui vont voter contre vous parce qu'il y a des avantages pour ci, pour ça. On ne peut pas y croire. Dans l'organisation, quand même, devait y avoir un sentiment de culpabilité, de malaise. Et rien n'a été organisé pour faire la fête après. Autre pigeon de l'époque, le grand favori, la star britannique, Cliff Richard. En deuxième position du concours, il perd à une voix près. Cliff réclame aujourd'hui son dû, la première place. Tout le monde a entendu parler de Babylone, la cité mythique mais bien réelle de la Mésopotamie avec sa tour de Babel. Eh bien, la plus grande exposition qui lui ait jamais été consacrée est à découvrir en ce moment au musée du Louvre à Paris. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Lumière sur la tour de Babel. Elle est le symbole de l'orgueil des hommes. Elle a inspiré les plus grands peintres comme Bruegel. Une tour gigantesque que les Babyloniens voulaient construire pour atteindre le ciel et égaler Dieu selon la Bible. Le mythe de la tour n'est qu'une partie de la légende de Babylone. Une ville 2 fois millénaire qui a immortalisé sa puissance dans la pierre. Exemple, ces lions et ces dragons qui ornaient les murailles de la cité, visibles à des kilomètres à la ronde. Babylone est située dans une plaine extrêmement plate. Et on voyait donc se profiler les murailles de la ville et au fond la ziggourate, la fameuse tour à étages qui mesurait près de 100 mètres de haut. C'était donc impressionnant. Babylone est le berceau de l'écriture. L'exposition du Louvre présente le Code d'Hammurabi, une stèle de 2 mètres de haut sur laquelle sont inscrits les plus anciens textes juridiques connus. Et puis sont présentées des tablettes d'argile qui évoquent la vie quotidienne des Babyloniens. L'écriture cunéiforme est étudiée et déchiffrée depuis 2 siècles. Dominique Charpin est l'un des spécialistes, il lui reste encore des textes à découvrir. Les 500 000 tablettes n'ont pas toutes livré leurs secrets. On n'a pas eu de Champollion, on n'a pas eu de campagne d'Égypte, et donc c'est vrai que c'est un secteur qui est resté un peu négligé. On n'est pas un nombre suffisant pour travailler sur toutes ces richesses que le berceau des civilisations nous a léguées. Depuis 2000 ans, la ville garde son mythe intact. C'est ce que montre aussi l'exposition. Les peintres, les écrivains, les cinéastes se sont emparés de la cité et Babylone a été accommodée à toutes les sauces. On a adapté Babylone d'abord à la sauce, si on peut dire, égyptienne, puis à la sauce persépolitaine, puis à la sauce assyrienne, en fonction des découvertes archéologiques, parce qu'on n'arrivait toujours pas aux traces exactes de Babylone. Aujourd'hui encore, pour le grand public, la cité reste mal connue. L'exposition du Louvre devrait réparer cette injustice faite à Babylone la Grande.
Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la Birmanie en plein chaos. Le dernier bilan du cyclone s'élève à plus de 60 000 morts et disparus. Un premier avion de vivres s'est posé aujourd'hui. L'aide humanitaire est acceptée, mais la junte au pouvoir veut la distribuer elle-même et ne donne pas de visa. George Bush demande à la junte militaire d'ouvrir ses portes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Point route, Valérie Maurice. 20h50, un téléfilm. Sarah Bernard, une étoile en plein jour avec notamment Ludmila Michael. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.